Bonjour tout le monde, merci de vous connecter en si grand nombre. On connaît la popularité du sujet, donc il nous fait très plaisir d'accueillir avec nous les experts en la matière au gouvernement. Dr Richard Massé, qui est à la Direction nationale de la santé publique, qui est le bras droit et l'ancien patron du Dr Horacio Arruda, puis Monsieur Alexandre Desjardins, qui travaille à la CNESST. Il travaille sur ces questions-là mais du côté des employés. Donc, les questions qui sont plus d'ordre public qui vont être répondues par Dr Massé, puis les questions d'ordre vraiment employé vont être répondues par M. Desjardins. Donc, sans plus tarder, je voulais juste vous donner quelques instructions pour poser vos questions. Il y a un panel à droite qui peut apparaître si vous ne le voyez pas en cliquant sur le bouton orange et nous ferons notre mieux pour les transmettre. S'il vous plaît, gardez vos questions très courtes, comme on en a énormément qui rentrent. À la fin de cette présentation, la présentation va être disponible, bien sûr, mais nous allons également faire une version écrite dans une foire aux questions pour que vous puissiez les avoir. Et aussi, je pense qu'il y a un document que la CNESST a mis à votre disposition que vous pourrez télécharger dans le même panel. Donc, sans plus tarder, je vais laisser nos intervenants faire un bref mot d'introduction. OK, merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je participe à vos panels. Ça va me faire plaisir. Vous avez vu un ensemble de recommandations qui ont été faites. Les recommandations tiennent compte de l'évolution de la situation épidémiologique. Vous avez vu que dans la région de Montréal, il y a eu une légère recrudescence au cours des dernières journées. Rien de catastrophique, mais c'est des choses qu'on surveille. Et puis, la plupart des recommandations tiennent compte de cette situation-là. Si jamais il y avait des changements, bien, ça pourrait amener à ce qu'il y ait des évolutions dans les recommandations qui soient faites. Donc, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci, M. Desjardins. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, la CNESST, depuis plusieurs mois, là, on a publié différents guides de normes sanitaires. Il y a plusieurs, ils ont sans doute consulté, ils sont mis à jour régulièrement, donc vous pouvez y retourner. Puis on va avoir l'occasion ce midi de clarifier certaines questions parce qu'il y a beaucoup de confusion sur plusieurs questions. Parce qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. Des fois, il y a plein d'informations, mais c'est un peu l'effet inverse. Les gens ne savent pas où regarder, puis ça crée beaucoup de questions, surtout les entrepreneurs sont très occupés. Il y a beaucoup de préoccupations. Donc, j'espère qu'on va réussir à répondre à vos différentes questions ce midi. Excellent, merci beaucoup. On est depuis tantôt, depuis qu'on a commencé, on est rendu à 222 personnes qui se sont connectées. On va commencer avec le sujet de l'heure sur le port du masque N95. Donc, qu'en est-il de l'obligation? On a vu certains articles hier soir. Donc, la confusion vient beaucoup du terme masque qui est utilisé, puis souvent on parle juste de masque, on ne définit pas qu'est-ce qu'on entend exactement par masque. Puis pour la population générale, masque, ça correspond à plein de choses différentes. Plus spécifiquement, le N95, c'est un appareil de protection respiratoire. Son utilisation est encadrée. On ne peut pas mettre ça en place rapidement dans un milieu de travail. Il faut que ce soit fait dans le cadre d'un programme de protection respiratoire. Il faut que les travailleurs soient formés. Pour les milieux de travail qui pratiquent l'exclusion des travailleurs symptomatiques, ce qui est sans doute le cas pour la majorité des entrepreneurs qui sont avec nous ce midi, la protection offerte par les N95 ne sont pas nécessaires. Dans le contexte de la COVID-19, ces types de masques-là sont recommandés en milieu médical et pas tout le temps lorsqu'il y a des interventions qui génèrent des aérosols. Donc, c'est vraiment spécifique. Pour la plupart des milieux de travail, pour l'immense majorité des milieux de travail, le N95 n'est pas requis pour se protéger du virus de la COVID-19. Il peut être requis pour d'autres risques, par contre. C'est des travailleurs qui travaillent avec de l'amiante ou de la silice ou d'autres contaminants. Des filtres à particules comme le N95 restent requis. Mais pour ce qui est de la COVID-19, pour l'immense majorité des milieux de travail, ce n'est pas l'équipement qu'on recommande. C'est très bien, merci. Est-ce que M. Dr Massé, vous voulez rajouter quelque chose? Bien, je pense que la réponse, elle est parfaite. Peut-être un complément. Comme M. Desjardins le mentionnait, ça prend une habilité particulière. Ça prend ce qu'on appelle un fit test. Donc, il faut que les gens aient été formés, essayés. Il y a différents formats de N95. On va être sûr que c'est bien et puis que ça joue un rôle de filtration adéquat. Pour ça, bien, il faut que les gens aient eu une pratique pour que ce soit vraiment adéquat à leur visage puis qu'ils le portent très bien.
Excellent, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec d'autres questions qui rentrent. Première question ici. Est-ce que les chauffeurs qui livrent la marchandise doivent obligatoirement porter un masque? Bien ici, on peut repartir du début pour déterminer de façon générale quand est-ce que les travailleurs doivent porter des équipements de protection. Puis ici, le masque, on parlerait du masque de procédure. Donc, on va faire attention avec le terme masque. Idéalement, pour la CNESST, les milieux de travail ont été suffisamment adaptés pour que les équipements de protection ne soient pas requis. On appelle ça la hiérarchie des moyens de prévention. Donc, on essaye au départ de modifier les façons de faire ou modifier l'environnement de travail pour que les travailleurs soient toujours à 2 mètres de quiconque. Donc, à 2 mètres des collègues. Dans le cas d'un livreur, ce serait à 2 mètres de ses clients où il va livrer sa marchandise ou 2 mètres de son coéquipier ou peu importe, 2 mètres de tout autre être humain. C'est l'idéal. Ce n'est pas toujours possible parce que les milieux de travail n'ont pas été conçus pour qu'on soit tous à 2 mètres les uns des autres. Donc, lorsque ce n'est pas possible, on va ensuite essayer de mettre une barrière physique. Ça, c'est par exemple les plexiglas qu'on a vu apparaître un petit peu partout. Ce n'est pas obligé d'être du plexiglas, ce n'est pas obligé d'être transparent, ça peut être un panneau de bois. Si l'air ne passe pas, les gouttelettes infectieuses ne passeront pas non plus. Et finalement, si tout ça n'est pas possible, là, on va y aller pour des équipements de protection, masque de procédure et une protection oculaire. Pour revenir au livreur, si on adapte la façon de travailler pour qu'il puisse livrer sa marchandise dans un endroit, au pied de réception, sans contact à moins de 2 mètres avec les clients chez qui il va livrer sa marchandise, non, il n'y a pas besoin d'équipement de protection. Par contre, si les travailleurs, le livreur travaille en équipe de 2, bien, à ce moment-là, dans la cabine du camion, probablement qu'il est à 2 mètres sans barrière physique. Pas que c'est possible de mettre des barrières physiques dans les véhicules. La SAQ a un guide à ce propos-là, la Société d'assurance automobile du Québec, parce qu'il faut faire attention dans les automobiles là, ou les véhicules pour ne pas mettre n'importe quoi. Mais dans ce cas-ci, il pourrait falloir un masque s'il est près d'un coéquipier, d'un partenaire pendant son travail. Autrement, s'il réussit à être à 2 mètres en tout temps, non, c'est pas requis. Parfait, merci beaucoup. Peut-être ici une question pour Dr. Massé. Comment déterminer qui sont les personnes qui n'ont pas l'obligation, par exemple l'âge, la condition médicale, etc., de porter ou pas un masque lorsqu'ils rentrent dans mon commerce? D'abord, c'est les gens qui doivent connaître leurs conditions pour savoir s'ils doivent ou pas. Donc, le commerçant peut demander est-ce qu'il y a une condition médicale si la personne se présente, mais ils n'ont pas besoin de demander c'est quoi cette condition médicale-là. Et puis, c'est une information qu'ils n'ont pas besoin d'avoir, puis ils n'ont pas besoin d'avoir de certificat. Mais les gens qui n'ont pas besoin d'avoir ça, c'est les gens qui ont soit des difficultés respiratoires significatives, des gens qui ont des contre-indications pour des maladies cardiaques ou autres, mais aussi des gens qui peuvent avoir des problèmes de l'utilisation pour différentes raisons qui peuvent être psychologiques ou cognitives. Donc, des gens qui ont des troubles d'adaptation sociale, qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie. On sait que ces gens-là peuvent être assez incommodés à l'idée de porter un masque. Il peut y avoir certaines phobies, si on veut, ou certains malaises. Et puis, à ce moment-là, ça les concerne. Et puis, comme je dis, on n'a pas besoin d'avoir un certificat médical. Là, je vais faire juste une remarque générale qu'on n'a pas faite tantôt. Dans ces circonstances-là, pour le public, on parle plutôt de couvre-visage. Puis là, pour compléter ce qu'Alexandre avait commencé tantôt, dans ce que les gens appellent masque, il y a des choses qui sont N95, qui est un masque vraiment de protection respiratoire. On a dit un appareil de protection respiratoire, c'est comme ça qu'on le fait. Alors que quand on a un masque chirurgical, c'est un masque qu'on achète, un masque bleu avec une partie blanche, une partie bleue, qui sont des masques non réutilisables. Mais ce dont on parle maintenant, c'est beaucoup des couvre-visages, donc des masques si on veut, qui sont en tissu, qui sont nettoyables. On recommande qu'ils soient en plusieurs couches et puis plusieurs ou certains peuvent avoir des filtres à l'intérieur. Donc, il y a différentes qualités pour ces couvre-visages-là. Donc, je fais cette remarque-là, c'est en dehors de la question, mais pour que les gens voient qu'on ne parle pas de la même chose. Et généralement, pour les travailleurs, je pense qu'en tout temps, pour les travailleurs, quand on parle de masque, on parle d'un masque chirurgical ou un masque de procédure pour le milieu de travail. Alors qu'en dehors du milieu de travail, pour la population générale, les gens peuvent utiliser un masque de procédure ou masque chirurgical, c'est la même chose, ou un couvre-visage, un ou l'autre. Évidemment, le couvre-visage étant en tissu, il est réutilisable, mais il doit être nettoyé régulièrement. On dit qu'après 4 heures, à peu près d'une utilisation normale, ou quand il est souillé, ou quand il est sale, ou quand on a eu une toux vraiment importante, à ce moment-là, il doit être changé
Puis, on peut donc avoir un masque de rechange avec nous. Puis, encore une fois, si c'est un masque chirurgical, on le jette. Et si c'est un couvre-visage, on le prend pour le nettoyer, le laver, et puis on peut le réutiliser le lendemain ou quand il est sec. Juste, c'est comme une introduction sur les masques, là, un peu. Non, c'était hyper pertinent et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ce que vous avez dit en note. On va continuer ici avec une question pour M. Desjardins. On me dit, mes employés sont à moins de 2 mètres. Je leur ai fourni des visières, mais pas de masque, puisqu'il est difficile de se faire comprendre par les clients au téléphone. C'est un restaurant qui prend des commandes par téléphone. Ils veulent savoir s'ils sont conformes aux recommandations. Là, il faudra voir la situation précise, mais habituellement, le port de la visière seule, c'est pas recommandé. Ça n'offre pas la même protection que la combinaison masque de procédure et protection oculaire. Il y a certaines situations précises où on va permettre de porter la visière seule, mais il faut que la combinaison masque de procédure et protection oculaire entraîne un risque pour le travailleur. Nos guides prévoient déjà certains milieux de travail où on retrouve ce type de risque-là. Là, on parle des milieux de la construction, des mines, de la foresterie et des cuisines de restaurants. Donc là, c'est les cuisines et non pas la prise de commande. Parce que c'est des milieux où il fait chaud, humide. Certains de ces milieux-là peuvent être sales, poussiéreux. Donc, ça fait en sorte que le travailleur va être constamment en train de toucher à son masque de procédure, soit pour le changer, le réajuster. Je ne sais pas combien nos mains près de notre visage, si on ne les a pas lavées au préalable, là, on se met à risque. Donc, pour ces raisons-là, c'est prévu dans certains cas que la visière seule est possible, mais c'est vraiment l'exception. Donc, chaque cas, il faut que ça doit être évalué individuellement, savoir si le masque de procédure entraîne un risque suffisant pour justifier de porter une visière seule. Excellent. Vous avez répondu à une autre question d'un autre participant qui était de savoir est-ce que dans la cuisine, le masque et la visière sont nécessaires. Donc, on comprend que juste une visière, ça pourrait être. En ce cas-ci, c'est prévu dans notre guide sur la restauration que pour les cuisines, la visière seule est possible à cause de la température et de l'humidité élevée qu'on retrouve habituellement dans les cuisines. Super, merci beaucoup. On a une question ici maintenant pour Dr. Massé. Ici, c'est une question qui vient sous différentes formes, donc je vais essayer de la généraliser. Qu'en est-il des kiosques extérieurs, par exemple les kiosques d'alimentation, les food trucks, les stations d'essence, etc. Est-ce que c'est considéré comme un lieu fermé, partiellement couvert? Est-ce que le port du masque est obligatoire pour les clients? C'est un lieu, ça dépend comment c'est organisé. Encore une fois, il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais je pourrais le considérer comme un lieu semi-ouvert. Donc, dans les règlements, ça dépend où est-ce que vous vous trouvez par rapport à ça. C'est sûr qu'à l'extérieur, vous êtes dans un milieu ouvert, mais quand vous êtes proche, s'il y a un auvent ou des choses comme ça, vous allez être dans un lieu semi-couvert. Donc, si vous rentrez dans un lieu semi-couvert, vous devez effectivement porter un masque. Et ça, c'est l'obligation. Maintenant, c'est fortement recommandé que si vous êtes dans une file d'attente, même si c'est dans un milieu ouvert, les gens peuvent être plus proches que 2 mètres, ce qui peut arriver. Là, à ce moment-là, c'est fortement recommandé aussi de porter un masque. Donc, la distanciation reste toujours la première étape. Et puis, après ça, si on ne peut pas respecter la distanciation, il faut vraiment porter son masque, c'est vraiment important. Je veux juste mentionner que quand on arrive dans les zones de service, antérieurement, les gens se servaient eux-mêmes. Maintenant, c'est demandé que les gens se servent plus eux-mêmes et puis que les gens soient servis, ce qui est le cas dans les food trucks. Mais ça va aussi pour ce qui est des condiments que les gens peuvent utiliser ou toutes ces choses-là. On ne veut pas que les gens pigent puis contaminent les environnements où est-ce qu'ils peuvent se servir. Ça dépasse les masques, mais je veux juste te dire qu'il y a d'autres conditions qui sont importantes dans ces choses-là à respecter que le masque. Et les guides de la CNSST sont très, très bien faits à cet effet-là. Merci beaucoup, c'est très clair. Nous allons continuer ici avec une question pour M. Desjardins qui dit « Si mes employés sont à plus de 2 mètres, doivent-ils porter le masque quand il n'y a pas de clients dans la boutique? » On parle ici avant les heures d'ouverture. En fait, on revient aux règles générales que j'ai décrites au début. Dès que les travailleurs sont à plus de 2 mètres, que ce soit de leurs collègues ou des clients, ils n'ont pas besoin de porter de masque de procédure. Non. Excellent. Donc, on va peut-être une question ici en duel pour vous. Quelle est la procédure lorsqu'un cas positif est déclaré, soit un client qui est venu dans mon commerce ou un employé ou un proche d'un employé? Peut-être. Oui. Peut-être le faire à relais, en fait, parce que ça commence dans le milieu de travail, puis ensuite, la balle est passée à la santé publique.
Donc, ce que nos guides prévoient, si lorsqu'un travailleur commence à ressentir des symptômes, par exemple sur le lieu de travail, le lieu de travail doit avoir une procédure mise en place qui prévoit notamment là, que la personne qui commence à ressentir des symptômes doit porter un masque de procédure, être isolée dans un local. S'il y a un local, on sait que dans certains cas, des petits restaurants, il n'y en a peut-être pas, là, mais on essaie d'isoler la personne, puis on contacte la ligne d'information Info COVID, là, qui est le 1-877-844-4545. Il y a des numéros locaux aussi, et suivre leurs instructions. Donc là, je vais passer la balle pour savoir quelles seront ces instructions. Mais pour ce qui est du milieu de travail, c'est ce qui est indiqué dans nos guides. D'accord. Une autre chose qu'on peut avoir, dépendant du milieu, il peut y avoir des listes pour avoir une personne qui donne un nom pour une table, si on a besoin de retrouver quelqu'un, ou d'avoir un registre pour être capable de retrouver les gens qui sont trouvés dans un bar ou autre. Donc, il peut y avoir, dépendant de l'endroit où est-ce qu'on est, des informations qui peuvent être demandées pour être sûr qu'on peut retracer les gens. Parce que là, après ça, quand vous nous passez la balle, il faut qu'on soit capable d'intervenir. Donc, évidemment, on questionne la personne, on demande un peu où est-ce que la personne est allée, où est-ce qu'elle vit, avec qui elle a fréquenté dernièrement, et on remonte jusqu'à 48 heures avant le début des symptômes. Donc, on a besoin de savoir, même dans la période asymptomatique, où est-ce que la personne est allée, c'est qui les contacts, on va les qualifier de contacts étroits. Et là, on doit qualifier les gens qui sont des contacts très étroits, comme par exemple les membres d'une famille ou des gens avec lesquels on a, par exemple, mangé à la même table. Puis qu'on est resté pendant un certain temps ensemble. On n'a pas mangé pendant 2 minutes, mais avoir un repas complet, quelque chose comme ça, là, pendant cette période-là. Et puis, là, on dresse cette liste-là et là, on retrouve les contacts. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de demander, mais c'est qui les autres personnes qui étaient là? Il peut arriver dans certaines circonstances où est-ce que les gens ne savent pas exactement le nom de toutes les personnes. De là, le fait qu'on puisse revenir auprès du restaurant ou du bar ou du resto-bar, parce qu'il y a des combinaisons multiples, là, pour être capable d'avoir l'information de est-ce que vous avez une idée des gens qui ont pu être en contact, sans le savoir, hein, c'est pas fait par méchanceté ou par volonté, mais c'est vraiment parce que les gens peuvent avoir très, très peu de symptômes ou aucun symptôme. Et puis, à ce moment-là, être aussi à risque de pouvoir transmettre l'infection. Et là, à ce moment-là, on avise les gens de s'isoler, de rester chez eux, que les contacts étroits aussi aillent se faire dépister. Là, les demandes pour les gens, que les gens aillent dans un centre de dépistage ou dans un CDD ou dans un CDE. Et puis, que les gens, tant qu'ils n'ont pas eu les résultats, s'isolent, puis continuent de s'isoler jusqu'à temps qu'on ait passé la période qu'on appelle de quarantaine, qui est 14 jours. Quarantaine, parce que c'est une expression qui date d'il y a très, très longtemps, au moment où on avait la peste ou d'autres infections, mais c'est vraiment 14 jours. Excellent. Super, merci beaucoup. On va continuer ici avec une question que peut-être qui rejoint une réponse que vous avez donnée, mais ça nous revient quand même beaucoup trop souvent. Donc, est-ce que les employés doivent systématiquement porter un masque, même s'ils sont derrière un plexiglas, M. Desjardins? En fait, non. S'ils sont séparés des autres individus présents sur le lieu de travail par une barrière physique, donc le plexiglas, les mesures de prévention de la CNESST ne prévoient pas le port d'un masque de procédure. Par contre, dans ce cas-ci, ça permet de le mentionner, ce n'est pas interdit à l'employeur d'exiger des mesures supplémentaires ou de suggérer des mesures supplémentaires. Donc, ce que la CNESST dit dans ses guides, c'est les mesures, que ce soit considéré comme le minimum à mettre en place. L'employeur pourrait décider de demander à ses travailleurs qui sont derrière un plexiglas de porter, dans ce cas-ci, ça pourrait être un couvre-visage parce que c'est vraiment des mesures supplémentaires, ou un masque de procédure en plus. Ça fait partie du droit de gérance de l'employeur de demander ces mesures supplémentaires-là. Mais ce n'est pas une mesure qui serait exigée par la CNESST parce qu'on considère que la barrière physique en elle-même est suffisante. Et ça, c'est vrai entre les clients puis un vendeur, mais s'il y a plusieurs vendeurs qui se chevauchent puis qui, à ce moment-là, se côtoient, comme je pense à un marché public, on voit souvent plusieurs vendeurs, puis là, ils se retrouvent très, très fréquemment des espaces très courts. Mais là, à ce moment-là, il faut voir aussi qu'il faut qu'il y ait une protection entre eux. Donc là, c'est les autres procédures. C'est 2 mètres avec quiconque, autant les clients que les autres travailleurs. C'est bien de mentionner, puisque des fois, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là, qu'il y a des plexiglas d'installer, mais que les travailleurs derrière le comptoir, entre eux, n'ont pas de protection, puis ils sont à moins de 2 mètres. Donc là, on peut soit réorganiser le travail pour que chaque travailleur soit assigné à une section qui reste à 2 mètres les uns des autres. Sinon, il faut mettre en place des équipements de protection pour protéger les travailleurs entre eux.
Excellent. Merci beaucoup de cette précision. On va renchérir là-dessus parce qu'on a une question ici. Est-ce que la CNESST peut imposer des amendes si des employés ne portent pas les équipements de protection individuelle recommandés par les guides? Oui, c'est possible, mais il faut peut-être prendre un peu de temps pour démystifier une intervention d'un inspecteur. Ce n'est pas l'inspecteur qui émet une amende. Lorsqu'il y a une intervention d'un inspecteur, lui, son but, c'est de s'assurer que l'environnement de travail soit sain et sécuritaire pour les travailleurs. Donc, ça peut être les équipements de protection, ça peut être la distanciation physique, ça peut être est-ce que les travailleurs ont accès à du matériel pour se laver les mains. Bon, tout ce qui est présent dans nos guides, là, il va s'assurer est-ce que ça, c'est en place. Si ce n'est pas en place, il va émettre un avis de correction avec associé un délai pour demander à l'employeur de corriger la situation. Ça, c'est le travail de l'inspecteur. Jusqu'à là, il n'y a pas d'amende. Les constats d'infraction associés des amendes peuvent venir par la suite, mais c'est par un service complètement séparé de l'inspecteur. Puis il n'y a pas de lien de causalité directe entre des infractions, des dérogations au règlement ont été constatées et l'émission d'un constat d'infraction. C'est une équipe séparée qui évalue la situation puis qui détermine si un constat d'infraction est justifié. Mais oui, pour répondre à la question, c'est possible qu'il y ait un constat d'infraction émis parce qu'il y avait un manquement aux mesures de prévention qui devaient être mises en place. Excellent, c'est très clair. Peut-être une autre question ici que vous pourriez prendre en duel. Est-ce que les commerçants ont l'obligation de s'assurer que le masque est bien porté par les gens qui rentrent, les clients? Par exemple, sans que le nez ne soit pas exposé ou exposé, etc. Comme on parle des clients, je vais laisser Dr. Marcel répondre à cela. Oui, d'abord, oui, c'est le responsable du lieu qui doit s'assurer que les gens ont un masque et le portent bien. Parce que quand on regarde l'arrêté spécifie comment est-ce que les gens doivent le porter. On voit encore, malheureusement, des gens qui portent un masque sur le menton, j'appelle ça des couvre-mentons, mais essentiellement, si ça ne couvre pas et la bouche et le nez, ça ne remplit pas sa fonction. Donc, oui, mais en même temps, les responsables des établissements ne sont pas des policiers, sont pas. Donc, en quelque part, eux peuvent le demander à la personne. Si la personne, par exemple, ne veut pas porter le masque, elles peuvent exiger que la personne sorte du lieu ou n'entre pas. Et à ce moment-là, ils vont avoir fait leur responsabilité. Plus que ça, ben là il va un peu de s'il y a une plainte puis que la personne doit intervenir, là, c'est d'autres forces policières, par exemple, qui pourraient intervenir. C'est arrivé malheureusement, puis c'est pas le genre de situation qu'on veut jamais qu'il arrive là. Mais donc, la responsabilité, c'est de s'assurer que la personne a un masque en rentrant, continue de le porter et le porte bien. Excellent. Merci beaucoup. Ici, une question de Catherine. Si nos employés travaillent à l'extérieur, mais sont en contact avec les clients, est-ce que la visière est suffisante? En fait, pour ce qui est de la CNSST, peu importe l'environnement de travail, que ce soit dans un petit bureau, un gros entrepôt ou à l'extérieur, c'est les mêmes hiérarchies de moyens de prévention qui s'appliquent, avec la même règle pour la visière que j'ai énoncée précédemment. Là. Donc là, ici, ce qui peut arriver, c'est dépendamment de la tâche qu'ils ont à faire à l'extérieur, peut-être que les conditions de travail se rapprochent à celles qu'on retrouve dans le milieu de la construction, de la foresterie, des mines. Donc, la visière seule, peut-être qu'il pourrait rentrer dans ces mesures d'exception-là. Là. C'est vraiment une analyse au cas par cas. Quand on est en travaux à l'extérieur, ça peut arriver, mais là, on ne peut pas se prononcer. Mais de base, si on est à moins de 2 mètres des clients, sans barrière physique, c'est le masque de procédure et la protection oculaire qui s'applique. C'est très bien, c'est très clair, merci. Ici, Raphaël nous dit le masque de procédure, soit pour un employé ou un client enceinte, est-ce que c'est dangereux pour sa santé? Si je peux répondre pour la travailleuse qui sera enceinte ici, donc à la CNSST, il y a un programme pour une maternité sans danger. Plusieurs personnes sont sans doute déjà familières avec le programme qui permet le retrait préventif des travailleuses enceintes si leurs conditions de travail peuvent exposer un enfant naître à un danger. Pour ce qui est de la COVID-19, on se base sur les recommandations émises par l'INSPQ qui définit les conditions. C'est valide pour les travailleuses enceintes, c'est aussi valide pour les travailleurs qui auraient certaines maladies chroniques. Les détails sont sur le site de l'INSPQ en ce qui concerne ça. Puis pour ce qui est des travailleuses enceintes, c'est défini que la travailleuse ne doit pas être exposée à un risque d'infection.
Donc, elle doit être en tout temps à 2 mètres de quiconque ou en tout temps séparée par une barrière physique. Si ces conditions de travail demanderaient qu'elle porte un masque de procédure, il faut les revoir. Ou il faut avoir un retrait préventif dans ce cas-ci. Si je peux compléter, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup je vais les appeler des fake news, mais en tout cas de nouvelles qui sont fausses concernant les risques que les gens aient de l'hypoxémie, que les gens pourraient manquer d'oxygène, que ça pourrait être dangereux pour les personnes, pour les femmes enceintes, pour les fœtus, Et quand on regarde les masques de procédure, et là, je fais la distinction, il peut y avoir des appareils de protection respiratoire, où c'est un autre enjeu, là. Mais si on parle des masques de procédure, si on parle des couvre-visages, non, vous n'avez pas ce genre de problème-là, non, vous n'avez pas des gens qui ont de l'hypoxémie, non, vous ne mettrez pas en danger votre bébé qui peut manquer d'oxygène. Donc, juste pour démystifier cette chose-là qui, malheureusement, circule dans certains médias sociaux, là. Effectivement, c'est une bonne précision. Le fait que la travailleuse enceinte ne puisse pas porter le masque de procédure, ça n'a rien à voir avec le danger d'un manque d'oxygène. C'est parce qu'elle ne doit pas être exposée au virus. C'est par définition un masque. On a une exposition. C'est juste que le masque agit comme barrière, mais le travailleur reste exposé au risque de contamination. La nuance est importante. Merci. Je pense qu'on va déboulonner beaucoup de mythes aujourd'hui. C'est très pertinent. On a un membre vétérinaire qui dit « Comment je peux reconnaître un bon masque de procédure? Que penser des couvre-visages doublés d'un filtre fait de drap chirurgical? » Là, ça dépend si on parle ici pour être porté par les travailleurs. Si c'est pour être porté par les travailleurs, le couvre-visage n'est pas un équipement de protection qui est recommandé ou permis là, par la CNSST pour les travailleurs. Ça doit être un masque de procédure. Puis, idéalement, le masque de procédure, il faut que ça soit approuvé pour un usage médical, que ça réponde à certaines normes. Ça doit être écrit sur l'emballage. Est-ce que Dr. Massé, vous voulez rajouter quelque chose? Bien, il y a des différentes qualités de couvre-visage qui ont été évaluées par l'IRSST, donc c'est très intimement lié, c'est l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Effectivement, il y a différents types de filtres qui sont proposés. Je n'ai pas vu cette proposition-là d'avoir un drap chirurgical ou un drap utilisé en milieu de soins. Mais si vous allez regarder sur le site de l'IRSST, Alexandre, je crois que c'est quelque chose qui doit être accessible aux personnes en ligne. Exactement. Donc, il y a une information dessus. Puis, vous avez un grand nombre de tissus qui ont été évalués pour vous donner un peu. Puis, il y a beaucoup de variations d'efficacité. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que dans certains cas, les couvre-visages, il y en a qui remplissent très mal leur fonction. Et puis, il y en a d'autres qui remplissent très bien leur fonction. Et puis, comme on le disait, c'est normalement d'avoir deux tissus, dont un tissu qui est relativement imperméable, entre guillemets, en tout cas qui permet de filtrer les gouttelettes, ce qui est le rôle principal d'un couvre-visage. Et le fait d'avoir un filtre accroît l'efficacité du couvre-visage. Il faut les enlever, les changer. Et souvent, quand vous achetez, vous pouvez avoir des filtres qui sont réutilisables. Excusez-moi, la sorte de tissu, là, je ne suis pas capable de répondre pour la qualité du drap. Il y a beaucoup de qualités de drap différents. Je ne le connais pas spécifiquement pour pouvoir vous répondre à la question, à moins qu'Alexandre ait de l'information complémentaire sur ce type de drap-là. Mais je vous réfère au site l'IRSST et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de tissus différents qui ont été évalués. Très bien, merci beaucoup. Ici, Cédric nous dit « Devons-nous porter le masque dans les aires de circulation commune dans un immeuble à bureau, étant donné l'obligation de porter le masque dans les lieux publics? » Et si je peux citer le décret là, qui est en vigueur depuis samedi, pour ce qui est des immeubles à bureau et pour les travailleurs, parce qu'autrement, les travailleurs sont exclus du décret et sont encadrés par les normes de la CNSST. Mais dans les immeubles à bureau, les travailleurs doivent porter au moins un couvre-visage, peuvent aussi porter le masque de procédure, comme le Dr. Massé l'a dit, dans les aires d'accueil, dans le hall d'entrée et dans les ascenseurs. C'est les trois endroits qui sont nommés et décrits dans le décret. C'est parce qu'il est comme un citoyen à ce moment-là. C'est comme les autres citoyens. Donc, c'est un enjeu de cohérence. Mais quand ils se retrouvent dans leur bureau dans lequel il n'y a pas accès au public, on s'entend là des zones qui n'ont pas accès au public, à ce moment-là, c'est vraiment les règles de santé et sécurité au travail
comme ceux qui sont dans les guides qui s'appliquent. Mais autrement, ils deviennent des citoyens comme les autres, finalement. C'est juste ça. Parfait. Génial. Merci beaucoup. Ici, on a une question qui dit, maintenant que le masque est obligatoire pour tout le monde qui rentre et qui travaille, pourquoi on doit quand même fonctionner avec le 2 mètres? Parce que ça leur oblige à réduire l'achalandage finalement. Là. Tu veux j'aille, Alexandre, ou tu oui, allez-y. OK. Bien, tantôt, on parlait de la hiérarchie des mesures. C'est vraiment la distanciation qui est le point numéro 1. C'est vraiment, vraiment important parce que, dans le fond, quand on porte un masque, on l'a mentionné à quelques reprises, on veut protéger les autres contre nous, mais quand on est à 2 mètres, tout le monde protège tout le monde. Donc, c'est encore plus efficace. Fait que c'est vraiment ça qui est la première chose. Comme l'a mentionné Alexandre, le deuxième, c'est d'avoir barrières physiques, plexiglas ou autres. Puis le masque devient comme un troisième lieu. Donc, il ne faut pas dire, ben, parce qu'on a un masque, on va se rapprocher les uns les autres. Parce qu'un masque, ça ne protège pas aussi bien que d'être à 2 mètres. Ça ne protège pas aussi bien que d'avoir un plexiglas, par exemple. Okay? Donc, juste pour bien comprendre, ça n'enlève pas cette chose-là. Au contraire, ça pourrait même avoir un effet négatif. Puis, des fois, vous avez peut-être entendu le Dr Arruda dire, oui, mais si les gens portent le couvre-visage, ils vont porter le couvre-visage et ils vont se rapprocher. Vous avez noté souvent que les gens, parce que c'est plus difficile de parler puis de bien entendre ce que les gens disent, se rapprochent les uns des autres. Mais on ne veut pas ça. On veut pas ça. C'est important. Donc, c'est une mesure de protection qui n'enlève pas le fait de garder le 2 mètres. C'est juste que dans les circonstances où est-ce qu'on ne peut pas avoir le 2 mètres, là, on prend cette précaution-là comme étant un troisième choix, si vous voulez. C'est très clair, merci beaucoup. On va aller avec une question ici de Cindy. Elle dit, pourriez-vous clarifier pourquoi le couvre-visage est suffisant pour les clients, mais pas pour les employés? Oui, ça on l'a souvent. Ça a deux rôles un peu différents. Comme le précise de commencer, le but premier du couvre-visage, c'est de minimiser la production de gouttelettes potentiellement infectieuses par des citoyens qui pourraient être infectieux sans le savoir. Parce qu'on sait maintenant qu'on peut être, avant l'apparition des symptômes, on peut être contagieux, puis certaines personnes n'ont jamais de symptômes ou des symptômes très faibles. Donc ça, c'est l'objectif du couvre-visage. Le masque de procédure, lui, a deux objectifs. Il permet à la fois de protéger le travailleur qui le porte et de limiter l'émission des gouttelettes. C'est pour ça qu'en milieu de travail, quand on est rendu à porter un masque de procédure, c'est parce qu'il faut être à moins de 2 mètres de quelqu'un, on n'a pas de barrière physique, donc on est dans une zone de danger. On se met à risque. Donc là, on va avoir un équipement qu'on a confiance qui va offrir une protection aux travailleurs. On n'a pas cette confiance-là en le couvre-visage parce que, comme on a dit, la qualité varie énormément selon le type de tissu, le modèle, comment il a été fabriqué, combien de fois il a été lavé. Tout ça, c'est des paramètres qui vont varier son efficacité. Tandis que le masque de procédure, la fabrication de ces équipements-là, c'est encadré, il y a des normes à respecter. On a confiance qu'à chaque fois, il va offrir une protection similaire aux travailleurs. Donc, ces deux équipements qui ont leur utilité, mais ils ont des fonctions différentes. Excellent, merci beaucoup. On a une question ici, Dani. Si nos entreprises sont sous la juridiction fédérale, est-ce que les normes de la CNESST s'appliquent toujours? Ça, c'est une très bonne question. Faudrait que je vérifie. Habituellement, non, mais les normes sont similaires. Mais il faudrait que je vérifie l'équivalent au fédéral. On n'a pas eu ces questions-là encore, étonnamment. Je vais vous revenir avec ça pour avoir une précision. Qu'est-ce qui s'applique? Ben là, je vais vous parler par analogie. Normalement, on devrait avoir le même respect des lois québécoises, des règlements, puis des approches, mais la mise en force peut être différente. Dans un édifice fédéral, on va s'agir de contacter les responsables fédéraux pour s'assurer qu'ils mettent en place vraiment les mesures. Mais normalement, les mêmes mesures s'appliquent à tout le monde qui est en sol québécois. Oui, il n'y a pas deux catégories de citoyens, mais c'est dans les subtilités de l'approche et de l'application, ça peut varier. Exactement ça. Excellent, parfait. Donc, on précisera la réponse à notre entrepreneur plus tard, lorsqu'on aura la réponse officielle. Ici, on nous demande si l'entreprise fait entrer seulement un client à la fois dans le commerce où l'employé est derrière un plexiglas, est-ce que le client devra porter le masque?
Je vais laisser le docteur Massé, comme on parle d'un client ici. Oui, oui, tout à fait. C'est parce qu'à moins qu'il y ait un contrôle complètement strict, là, oui, on n'a pas fait cette distinction-là. On a dit que la personne rentre dans un lieu dans lequel il peut y avoir d'autres personnes. Mais effectivement, c'est pas mal plus sécuritaire quand il y a juste un client, surtout s'il y a un plexiglas. Donc, je vois bien le niveau de protection, mais je ne pense pas que dans l'arrêté, on a fait cette distinction-là. Parfait, merci. Parce que effectivement, je pense que surtout dans des petits cafés où est-ce qu'il y a des commandes pour emporter et tout, ça va s'appliquer et ça va éclaircir beaucoup de questions des gens qui nous écoutent. Excusez-moi, mais c'est parce que des fois, il va y avoir qu'une personne, puis tout d'un coup, il y en a un deuxième qui rentre, puis on veut essayer la distanciation. Dans le fond, c'est comme si on crée des ouvertures à des problèmes, alors que si on dit, ben, tout le monde doit le porter, c'est ça le règlement d'attitude. C'est plus simple. Là. Excellent, merci beaucoup. Ici, une question pour M. Desjardins. Est-ce que c'est l'employeur qui fournit les masques à ses employés ou c'est le travailleur qui les fournit? C'est l'employeur qui les fournit. C'est un équipement de protection, donc c'est prévu à la loi que ça doit être fourni par l'employeur. Excellent, merci beaucoup. On a une deuxième question. Donc, si on me l'a posée ici, c'est parce que je pense que ça revient sous plusieurs formes aussi. C'est Patricia qui nous dit « Comment savoir si les masques que j'ai achetés sont de procédure si je n'ai pas cette mention sur la boîte? » En fait, je pense qu'on voit tous l'image de l'invitation au webinaire ce midi. Le masque qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle un masque de procédure ou un masque chirurgical. Donc, souvent bleu et blanc, il y en a de différentes couleurs qui s'attachent avec des élastiques derrière les oreilles et qui c'est à usage unique. C'est ce qu'on appelle un masque de procédure ou un masque chirurgical. Donc, ça ressemble à ça. Couvre-visage, ça va être en tissu réutilisable. Si on veut les séparer facilement, il y en a qui est à usage unique, l'autre est en tissu et fait pour être lavé. Parfait, merci. Est-ce que Dr. Massé voulait rajouter quelque chose? Ça va? Non, je suis complètement d'accord. Il y en a un qui est jetable, qui est fait en papier, mais avec une norme très stricte. Et puis l'autre, c'est un masque qui est en tissu, qui est lavable, réutilisable un certain nombre de fois. C'est pas éternel. Et puis c'est donc. Mais quand vous l'achetez, vous ne pouvez pas vous tromper. Je suis complètement d'accord avec Alexandre. Excellent, merci. Raphaël nous demande, pourrait-il y avoir de la prévention et donner de l'information pour la clientèle, soit de manipuler correctement le masque pour éviter de se contaminer et de contaminer les autres, et aussi conscientiser la clientèle sur nos droits de ne pas porter le masque derrière un plexiglas? Je pense que c'est parce qu'il y a des clients qui disons, argumentent avec les employés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Bien, je peux commencer, puis je vais te laisser la parole, Alexandre. Il y a différents documents qui ont été produits par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les clients. Je vais parler de la partie client. Là. Donc, il y a différents documents. Il y a des affichettes qui ont été préparées. Donc, cette information-là existe. Elle existe sur le site COVID aussi du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, l'information, elle est disponible. Puis, elle pourrait être rendue disponible par les commerçants. Aussi, il y a des clients qui en veulent, c'est possible, ou juste de mettre une référence à un site Internet ou de distribuer. Ça, c'est pas un problème. Et je pense qu'il y a encore de l'information à véhiculer dans le grand public auprès des commerçants pour que les gens comprennent les différentes sortes de masques, comment le porter, dans quelles circonstances. Donc, ça c'est important de continuer cette information-là. Ce qu'on voit, malheureusement, parfois, c'est des gens qui véhiculent une information que je vais la qualifier d'inappropriée pour des clients. On a vu rarement, et c'est plutôt des exceptions, mais on ne veut pas que ces exceptions-là se fassent parce qu'il va falloir intervenir. Des gens qui disent, ben là, il y a des exceptions médicales pour porter le masque et puis nous, on ne vérifie pas, puis on vous encourage à venir chez nous, même entre guillemets, si vous ne portez pas de masque parce que c'est votre problème, puis si vous dites que vous avez des exceptions, on s'en occupera pas. Et là, ça, c'est un problème, parce que là, la CNESST peut aller, puis vérifier, puis voir qu'est-ce qui se passe dans ces environnements-là. C'est plutôt l'exception, mais je rappelle le fait qu'il y a une responsabilité
et des entrepreneurs et de la société, parce qu'on n'utilise pas des faux passe-droits. Mais je vais laisser la parole à Alexandre pour compléter de l'autre côté du plexiglas. Oui, c'est ça. Pour ce qui est des travailleurs, on est en train de finaliser un plan de communication là, qui devrait être diffusé cette semaine probablement, au début de la semaine prochaine ou plus tard, sur plusieurs de nos plateformes, qui vise à clarifier justement qu'est-ce qui est exigé aux travailleurs dans le milieu de travail, faire la distinction entre le couvre-visage, le masque, quand porter quoi. Donc, ça devrait bientôt apparaître sur nos médias sociaux là, parce qu'on est conscient qu'il y a un besoin d'information autant pour les milieux de travail que pour la population générale pour éviter qu'il y ait des frictions là, des fois là, de clients qui se présentent, qui doivent porter le couvre-visage, puis qui voient les travailleurs qui n'en ont pas, puis qui ne comprennent pas pourquoi le travailleur derrière le plexiglas n'a pas son couvre-visage. Donc, ça va être un plan de communication qui va être disponible à tous, puis ça va être sur les médias sociaux de la CNSST. Excellent. J'imagine ça pourrait être imprimable et ça pourrait être affiché également dans les commerces. Oui, il y avait plusieurs médiums différents qui étaient prévus d'être utilisés. Super. Ici, on a une question de Martin qui dit « Si un technicien se rend chez un client pour réparer un équipement à l'intérieur d'un bâtiment, peut-il retirer son masque lorsqu'il est auprès de l'équipement et qu'il respecte les 2 mètres avec le personnel du client? » Oui, puis si on revient, s'il est à 2 mètres d'un autre être humain, il peut retirer son équipement. Ici, ce qu'on va insister, ça va être l'hygiène des mains lorsqu'il termine de travailler parce qu'il risque d'avoir touché à plein d'objets dont on ne sait pas s'ils peuvent être potentiellement contaminés. C'est les mêmes mesures qui s'appliquent. On parle aussi de l'exclusion des personnes symptomatiques. Donc ici, ce n'est pas une exclusion parce qu'on se présente chez le client, mais de vérifier à l'avance s'il y a quelqu'un à ce domicile-là qui aurait des symptômes ou qui est en isolement sous directive de la santé publique pour la COVID-19. Dans ce cas-ci, on reporte le rendez-vous. C'est les mêmes concepts qui s'appliquent. C'est juste que le travailleur est chez le client plutôt que le client se présente sur le lieu de travail. Excellent. On a une question ici qui s'applique autant pour les employés que les clients. Donc, peut-être M. Massé, Dr. Massé pourrait répondre. Est-ce que le port de lunettes de vision, comme j'en porte maintenant, peut être considéré comme une protection oculaire? Ça confère une certaine protection, mais on ne considère pas ça comme une protection oculaire. Les protections oculaires sont des verres de protection, des espèces de, je ne sais pas comment les appeler, des lunettes de protection. Alexandre connaît ça. Des lunettes de protection. En fait, pour ce qui est de... Si le seul risque, c'est l'infection à la COVID-19, donc on exclut quelqu'un qui ferait du meulage de métal, évidemment, là, on reste COVID-19. Les lunettes de protection seules vont rarement être suffisantes parce qu'on veut une protection latérale. Donc, il faut vraiment que ça enveloppe bien l'œil, l'orbite oculaire. Ce qui peut arriver plus fréquemment, c'est que les lunettes de soleil peuvent être considérées comme des lunettes de protection pour certains modèles. Donc là, c'est vraiment au jugement. S'il y a un inspecteur qui se présente, ça va être au jugement de l'inspecteur. Mais il y a plusieurs lunettes de soleil, comme sont conçues pour pas que les rayons solaires passent sur les côtés. Et ça peut être acceptable. Mais ce n'est pas toutes les lunettes de soleil. Donc, quand on parle de protection oculaire qui n'est pas certifiée, donc au Canada, c'est une certification CSA pour les protections oculaires. Si c'est certifié CSA, vous êtes correct, c'est sûr. Si ce n'est pas certifié, c'est analysé à chaque situation. L'important, c'est qu'on ait vraiment, c'est pas étanche, là, mais on dit que ça englobe bien le globe oculaire pour pas qu'il y ait de gouttelettes qui puissent passer. Et puis, ces appareils de protection oculaire-là peuvent permettre d'avoir un verre de correcteur en dessous. Sinon, on met des visières, quelque chose comme ça. Donc, si on veut garder nos verres pour la vision, on peut les mettre en dedans ou en dessous si c'est un négligent. Excellent. Là, ici, j'ai une question. Je ne sais pas c'est qui serait à même de le répondre, donc je la pose. Comment les restaurateurs sont-ils censés vérifier si les clients vivent à la même adresse? Est-ce qu'il pourrait y avoir des amendes si les clients mentent? En fait, on ne demande pas aux gens de vérifier, aux restaurateurs de vérifier cette chose-là. C'est aux personnes. On fait une recommandation pour les personnes, comme quoi, à une même table, on peut avoir maximum 10 personnes. Et ça, c'est pénalisable, puis ça, c'est inspecté, entre guillemets. Mais après, de demander aux gens où est-ce qu'ils demeurent, non. Mais on se fie à la bonne volonté des clients pour respecter, pour leur propre protection, cette chose-là. Puis non, il n'y a pas de pénalité, c'est pas dans le code pénal, il n'y aura pas de pénalité d'amende qui vont être données pour ça. Par contre, si les gens, plutôt que d'avoir une table de 10 personnes, font une table de 20 personnes, bien là, c'est quelque chose qui est en dehors de ce qui est
autorisé et donc pénalisable. Excellent, merci. Ici, nous avons un cas de Marie-Claude. Elle dit ici, plusieurs employés partagent à tour de rôle le même bureau, entouré par des plexiglas. Donc, il y a un téléphone qu'ils utilisent. Est-ce que le port de masque de procédure est obligatoire à l'intérieur de ce poste de travail, comme ce dernier est partagé? On assume qu'à chaque fois, ils sont seuls dans le poste de travail, puis que c'est un poste qui, à chaque jour, c'est quelqu'un de différent qui arrive. Selon nos guides, non. L'employeur pourrait l'exiger. Comme je disais, ce sera une mesure supplémentaire qui met en place. Ce que nos guides prévoient dans ce cas-là, c'est qu'en chaque utilisation, le poste de travail, les surfaces fréquemment touchées, soient nettoyées et désinfectées. OK, excellent. Donc, ça, c'est le minimum. L'employeur peut demander plus. Désinfection, excellent. OK, parfait. Olivia nous dit comment prévoir l'approvisionnement des masques de procédure pour tous les commerces. Elle dit avoir la difficulté à en trouver. Ça, on l'entend souvent, mais d'après nos échos sur le terrain, c'est de plus en plus facile de s'en procurer. Là, au mois d'avril, c'était effectivement une problématique. Et là, malgré la rouverture de plusieurs secteurs, on entend de moins en moins des problèmes d'approvisionnement pour ce type d'équipements-là qui sont plus faciles à produire là, que les N95 qu'on a mentionné au début, qui sont pour le système hospitalier. Donc, pour l'instant, nous, on semble que ces problèmes-là, ça se soit résorbé. Il peut y avoir des délais d'approvisionnement peut-être, mais la situation semble être plus simple que ce l'était au printemps. Et puis, je vais donner l'exemple du réseau de la santé où est-ce qu'on avait des réserves qui étaient courtes. Là. Pour nous, court, c'est 2-5 millions, c'est court comme approvisionnement pour le réseau de la santé, alors qu'actuellement, on a des réserves beaucoup plus importantes que ça, beaucoup plus importantes que ça, qui ont pu être faites. Mais les gens, c'est mieux qu'ils commandent d'avance parce que c'est sûr que s'ils veulent une grande quantité dans des zones plus éloignées, là, c'est peut-être plus difficile, mais il n'y a pas nous, on n'a pas de problème d'approvisionnement actuellement pour des masques de procédure. Ce qui n'est pas le cas pour les N95, par exemple, mais on ne les recommande pas, encore une fois, mais juste pour être sûr qu'on fait bien la distinction. Parfait. On va rester sur la technicité des masques parce qu'on en a quand même beaucoup qui rentrent. Il y a Nancy qui dit « Nous avons des couvre-visages avec des normes acceptées pour aller en chirurgie car des filtres peuvent être changés à l'intérieur. J'étais certaine que c'était l'équivalent des masques de procédure. Avez-vous vu ces informations? » Peut-être Dr. Massé ou M. Desjardins? Pour l'instant, nous, on n'a pas vu ça, mais si l'employeur croit qu'il y a un équipement qui serait équivalent à un masque de procédure, il peut s'informer à sa direction régionale de la CNESST, le numéro est dans chacun de nos guides. Ça pourrait être évalué au cas par cas. S'il y a une norme internationale ou canadienne qui certifie que le masque offre la même protection, ça pourrait être évalué. OK. En complément, je ne connais pas de normes québécoises ou canadiennes, je ne pense pas qu'il y en ait. On voit en France qu'il y a des normes qui existent. En Italie, il y a des instituts comme Polytechnique qui vont certifier certains couvre-visages. Mais en aucun moment, on recommande des couvre-visages. Par exemple, dans le réseau de la santé, ce n'est pas le même équipement. Parce que en réseau de la santé, on doit jeter après usage les équipements à cause de la transmission d'infections nosocomiales. Là, on n'est pas juste seulement dans le COVID, là, mais toute autre infection, on ne veut pas se mettre à... Ça a été fait avant. Il y a 30 ans, 40 ans, on avait des masques qui étaient réutilisables. Ça existait, ces choses-là. Maintenant, on n'utilise pas ça du tout, mais ce n'est pas seulement pour la COVID, là, c'est pour la prévention des infections nosocomiales en général. Donc, quand bien même qu'il soit certifié comme un masque de procédure, quand bien même qu'il le serait, pour l'utilisation, par exemple, dans le réseau de la santé, ça ne pourrait pas être utilisé. Excellent, merci beaucoup. Peut-être, Dr. Massé, une autre question pour vous. Marie-Claire nous dit, pourriez-vous nous préciser les règles du nouveau décret depuis samedi dans les tours à bureaux? Bien, les règles, c'est que les gens doivent utiliser dans les espaces communs où il y a des gens qui circulent.
Donc, tantôt, ça a été bien mentionné par Alexandre. Quand on est dans le hall d'entrée, quand on est dans les ascenseurs, quand on est dans les corridors, à ce moment-là, les gens doivent porter le couvre-visage partout, dans toutes ces zones communes-là. Et puis, bon, toutes les autres règles de distanciation, je l'ai mentionné, on veut réduire le nombre de personnes, si possible, dans les ascenseurs, mais il n'y a pas une norme sur le nombre de personnes dans les ascenseurs maintenant. Justement, parce que dans les couteaux au bureau, ça poserait un problème que d'essayer de mettre une limite comme celle-là. C'est pour ça qu'on a dit que les gens doivent porter un masque, parce que c'était trop compliqué de dire, bien, si on met 2 personnes, mais vous voyez, dans une tour au bureau, si on dit qu'il y a seulement 2 personnes, ça ne veut pas dire qu'on encourage les gens de se bonder dans un ascenseur à 12 personnes comme on pouvait voir antérieurement. On ne le recommande pas, mais on n'a pas mis de nombre. Donc, le couvre-visage est devenu obligatoire pour ça, pour tout le monde. Excellent, merci. On l'a mis dans le transport en commun. Je veux juste en profiter pour passer un message supplémentaire. On l'a mis dans le transport en commun. L'imposition, on a commencé par dire on va le rendre obligatoire. Il est obligatoire, mais il y a des pénalités qui vont être mises aussi plus tard pour être sûr que les gens vont appliquer et vont le faire. Ce qui n'est pas le cas dans les tours à bureau pour l'instant. Pour les personnes. Excellent. Pour les personnes, bien sûr. Je pense que c'est bien vulgarisé. Une question ici pour M. Desjardins. En fait, j'ai 3 questions, là, mais je vais vous les poser en même temps parce qu'elles se rejoignent. D'Antoine, Noémie et Marie-Claude. D'abord, à quelle fréquence doit-on changer les masques de procédure? Au combien de temps l'employé doit changer son masque de procédure, effectivement. Puis Marie-Claude dit, combien de masques l'employeur doit-il fournir à ses employés? Est-ce que c'est un masque à tous les 4 heures? OK. Mais ça va dépendre de la tâche qui est effectuée par le travailleur. Là, si on donne des exemples extrêmes, quelqu'un qui travaillerait à l'extérieur dans un environnement poussiéreux, il va devoir les changer plus souvent que quelqu'un qui a un travail dans un endroit climatisé où l'atmosphère est filtrée, contrôlée. Ce qu'on recommande, c'est les mêmes recommandations que l'INSPQ, c'est de changer le masque de procédure s'il est mouillé, visiblement souillé, endommagé, si la respiration est difficile et de ne pas le porter plus que 4 heures continuellement. Donc, si quelqu'un le porte pendant tout son corps de travail sans arrêt, on parle d'un minimum de 2 masques par corps de travail, mais il faut l'adapter à chaque situation selon la tâche qui est effectuée. OK, excellent. Peut-être renchérir, là, pendant que vous répondiez, Audrey-Anne vient de répondre. Quand vous dites que l'employeur doit fournir 4 masques par employé, c'est par jour, par semaine? Je ne sais pas si vous... Là, ici, encore là, ça dépend de si on assume que le travailleur le porte tout le temps, là, c'est un minimum de 2 par quart de travail de 8 heures. Mais ça, j'ai vu le chiffre de 4 circuler aussi, ça fait aussi du sens, mais ça dépend vraiment de la tâche qui est effectuée. On dit de le changer s'il est mouillé. Si quelqu'un travaille dans un environnement qui est chaud, il va être mouillé avant 4 heures de port continu. Donc, il faut adapter en fonction de l'environnement de travail. Excellent, merci. Une question pour Dr Massé ici. Que ce soit un client qui rentre ou l'entrepreneur lui-même, à quel symptôme je dois demander à mes employés de se faire tester ou à quels symptômes je les renvoie à la maison? Bien, avant de demander les symptômes, peut-être que c'est important comme question d'entrée de dire est-ce que vous êtes malade? Comme, juste de façon générale comme ça, juste pour ne pas rentrer dans des choses trop spécifiques. Est-ce que vous avez été malade récemment? Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui est malade? Peut-être que ça, c'est une question générale. Est-ce que vous avez fait de la température? Est-ce que vous êtes en contact de quelqu'un? Êtes-vous sous investigation? Je vous donne beaucoup de détails. Les gens vont peut-être poser moins de questions que ça, mais je vous les donne parce qu'on veut savoir les gens qui sont sous investigation, parce que des fois, c'est un contact étroit de quelqu'un d'autre, et puis qui sont sous investigation, bien là, à ce moment-là, ces gens-là, on ne veut pas qu'ils viennent. Les symptômes spécifiques qu'on peut retrouver, puis ça dépend du stade de l'infection, peuvent être rien du tout, qu'on a déjà mentionné tantôt, mais ça peut être un peu de température, il peut y avoir mal de gorge, on peut avoir de la toux, on peut avoir de la difficulté respiratoire, on peut avoir nausées, vomissements, diarrhée. Et puis, là, après, il peut y avoir plein d'autres choses, là, mais c'est les symptômes d'entrée. Donc, ça donne comme une infection des voies respiratoires qui pourrait ressembler, au début,
à une influenza ou un rhume ou un début de grippe. Okay? Ça peut ressembler à ça. Après, c'est différent, mais ça, c'est les symptômes que vous allez rechercher. Les gens peuvent avoir, des fois, les gens utilisent des appareils pour mesurer la température. On voit ça. Dans certains cas, les gens utilisent ça. Les gens dans les aéroports ont proposé ces appareils pour mesurer la température. Les appareils individuels pour mesurer la température sont assez précis et fiables. Les appareils collectifs là, qui mesurent les gens avec c'est un peu moins fiable. Et puis, nous, on ne recommande pas ce genre d'appareils-là, même s'ils sont en place dans certains milieux. Donc, je ne sais pas si ça répond assez à la question. Peut-être qu'Alexandre a des compléments d'information là-dessus. Non, c'était complet. Ça s'applique autant pour quand on demande d'exclure les travailleurs symptomatiques. C'est ça. Excellent. C'est ce qu'on demande. Parfait, merci. Il nous reste un peu moins de 4 minutes, donc on va aller avec 2 dernières questions. Une pour M. Desjardins ici. Est-ce qu'il y a une distinction entre les commerces de détail et l'entreprise manufacturière en matière de port de masque de procédure? C'est les mêmes mesures de prévention qui s'appliquent. Ce qui va changer, c'est la façon dont on le déploie sur le terrain. Parce que le commerce de détail, il y a beaucoup plus d'individus dans les commerces de détail que les entreprises manufacturières. Les entreprises manufacturières vont souvent avoir plus de facilité à réorganiser le travail pour peut-être que chaque travailleur soit séparé par des barrières physiques, par exemple, séparer chaque poste de travail. Donc, on peut plus facilement aménager pour que les équipements de protection ne soient pas requis. Tandis que vente au détail, si on pense à un commis qui serait sur le plancher dans une quincaillerie, ben, il ne peut pas se promener avec sa boîte de plexiglas autour de lui. Puis, un samedi matin, dans une quincaillerie, c'est impossible d'être à 2 mètres de qui que ce soit. Donc, c'est ça qui va varier. Mais les mesures de prévention à mettre en place, ça reste les mêmes. C'est la hiérarchie dont on a parlé au début. Dans une entreprise manufacturière, ça va sûrement être plus simple de rester dans le haut de la hiérarchie sans avoir à se rendre dans les équipements de protection. Excellent. On va aller avec une dernière ici qui est intéressante, une question de Vincent pour le Dr Massé. Est-ce qu'il y a un paramètre de temps? Vincent dit, est-ce qu'un contact avec un employé d'environ 1 à 2 minutes, 1 à 2 fois dans la journée de 10 heures, est considéré comme un travail qui ne peut respecter les 2 mètres? Est-ce qu'il y a un paramètre de temps en matière de contamination? Oui, à l'intérieur des 2 mètres, on a essayé de faire un sommatif pour dire c'est quoi une exposition qui est significative. On assume qu'un cumul de 15 minutes avec d'autres personnes à l'intérieur du 2 mètres devient une chose significative. Mais là, vous voyez bien, il n'y a rien qui est tranché au couteau entre 14 minutes et 16 minutes. Là, il n'y a pas rien qui fait cette distinction si claire que ça. Donc, on le fait approximativement 15 minutes. Et je pense que le message à comprendre, c'est que dès quelqu'un a une interaction qui dure plusieurs minutes, qui se répète plusieurs fois dans la journée. Puis vous voyez, je ne fais pas l'addition 3 fois 5, 15. Je ne le fais pas comme ça, là. Mais si vous avez une interaction avec plusieurs personnes pendant plusieurs minutes, je pense que déjà, vous avez une indication que vous avez un contact significatif. Mais la mesure, si vous voulez, là, c'est 15 minutes cumulatives. Parfait. Mais vous voyez, il faut être plus souple que ça dans la façon qu'on l'évalue. Soyons donc plus prudents que moi. Je pense que si on veut se protéger, bon, évidemment, il y a peut-être une autre chose, c'est que c'est un contact pour des gens qui sont non symptomatiques, des gens qui ne sont pas malades et des gens qui ne vous toussent pas dans la figure. Si vous avez des gens qui vous toussent dans la figure, là, un contact beaucoup plus court peut être beaucoup plus à risque. Effectivement. Super, merci beaucoup. Il nous reste moins d'1 minute, donc je vais vous laisser chacun faire un petit mot de clôture, puis ensuite je le ferai moi-même. Peut-être pour changer l'ordre de M. Desjardins, voulez-vous commencer? Oui, ben d'abord, merci d'avoir pris votre dîner pour assister au webinaire. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, allez voir sur le site Internet de la CNSST. On a une section questions-réponses qui regroupe les questions qu'on a reçues plus fréquemment depuis le mois de mars. C'est constamment mis à jour. Ça traite de tout ce qui est encadré par la CNSST. Donc là, on a beaucoup parlé ici de santé, sécurité au travail, mais il y a aussi toute la question de normes du travail qu'on n'a pas abordée. Puis c'est dans la section questions-réponses, on essaie d'aborder retrait préventif,
Il y a aussi pour tout ce qui est prime, le côté assurance de la CNSST, c'est prévu là. Donc, si vous avez d'autres questions, allez voir là, il y a des bonnes chances de les trouver votre réponse. Merci, Dr. Massé. Bon, d'abord, merci à tout le monde. Merci à la SEI d'avoir organisé ce webinaire. Je pense que c'est très pertinent. Et puis là, je vais pas innover, je vais dire qu'il y a une boîte aussi à questions au ministère de la Santé et des Services sociaux, donc gouvernement du Québec, COVID. Puis donc, il y a une boîte pour les questions. Et puis, il y a une série de matériels qui sont disponibles. Et puis, je vais mettre le site de l'Institut national de santé publique. Alexandre en a parlé à quelques reprises, mais il y a vraiment un travail conjoint très important. Il y a une grande cohérence là, entre ce qui est proposé dans l'un et dans l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose d'avoir une collaboration comme celle-là. Merci encore à tout le monde. Absolument. Merci beaucoup. C'est à mon tour de vous remercier à tous les deux d'avoir pris votre lunch aujourd'hui pour répondre à ces, je ne sais pas combien de questions on a répondu, mais ça doit être proche de la 50aine. Mais ce sont des questions qui vont beaucoup aider les entrepreneurs. Et je regardais tout au long de la période le nombre de personnes connectées était resté autour de 250. Donc, il y avait de l'intérêt du début jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'on a aidé plusieurs personnes à avoir une meilleure idée de ce qu'ils doivent faire ou pas faire. En terminant, je voudrais remercier Clémence, notre collègue qui a organisé ce webinaire de façon très proactive et vraiment un peu à la dernière minute. C'est juste parce qu'on voyait avoir beaucoup d'appels et on a décidé de le faire. Et évidemment, Catherine et Marianne qui m'ont aidé avec la gestion des questions et qui ont répondu, dans le cas de Marianne, qui a répondu aux questions, Catherine qui m'a vulgarisé les centaines de questions qui rentraient pour que je puisse vous les poser. Donc, merci tout le monde et merci de vous avoir connecté aujourd'hui, puis je vous souhaite une agréable journée.